Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à tous dans cette première édition du JT de Webullition, créée par la rédaction du Master Journalisme et Médias numériques de Metz. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Nolwenn. Aujourd'hui au programme, tabac, fumer coûte, le projet de paquet de cigarettes neutres provoque la colère des buralistes. À Metz, des parkings en voie de disparition. Notre grand format, Metz se prépare à l'accueil des réfugiés syriens. La ville a lancé plusieurs initiatives pour les demandeurs d'asile déjà sur place, notamment des cours de français. Société, l'école s'adapte aux enfants sourds. Rendez-vous à l'Institut national des jeunes sourds de Metz. Sport, plus de 6000 coureurs sur les lignes de départ pour la 8e édition du marathon de Metz-Mirabel. Compléments d'information, interviews et infographies sont à retrouver sur le site webullition.info. On commence tout de suite avec ce soir l'un des plus importants matchs pour le 15 de France. L'équipe emmenée par son capitaine Thierry Dussautoir affronte ce soir les All Blacks néo-zélandais. Camille Malnory, vous êtes actuellement dans un bar messin qui diffuse le match. Quelle est l'ambiance à moins de 15 minutes du coup d'envoi ? Oui Nolwenn, ici ce soir ce qui est sûr c'est que l'ambiance est brûlante à quelques minutes de l'envoi du match entre la France et la Nouvelle-Zélande, car les supporters y croient, même si il est vrai que l'épreuve est de taille, car tout le monde a en mémoire la Coupe du Monde 2007, celle où la France avait battu 20-18 la redoutable équipe des All Blacks dans le même stade à Cardiff, dans les mêmes conditions en quart de finale. Reste à savoir si les hommes de Philippe Saint-André vont réussir à réitérer cet exploit. On sait d'avance que si la France bat aujourd'hui les All Blacks, ils affronteront samedi prochain les Springboks sud-africains. 100 places de parking en moins dans le centre historique de Metz, c'est la décision prise à la rentrée par le maire Dominique Gros. Une orientation choc qui ne plaît pas spécialement à tout le monde. Reportage sur place avec Juliette Rédiveau et Marc-Antoine Pélaès. Au pied de la cathédrale de Metz, il sera bientôt impossible de se garer. Ces deux parkings qui entourent une partie du monument disparaîtront à la rentrée. Au total, 110 places seront supprimées. Une décision prise en septembre par le maire Dominique Gros. Objectif, embellir Metz et décrocher le classement au patrimoine de l'UNESCO. Une stratégie choc déjà adoptée par d'autres villes. Vous savez que la plupart des villes qui ont une cathédrale de cette nature, je pense à Strasbourg ou je pense à Reims, ont depuis longtemps libéré les places des voitures autour de leurs joyaux. C'en est un à Metz. Plus de parking mais une ville plus belle, difficile à accepter pour de nombreux Messins qui y stationnent chaque jour pour faire leurs courses. Est-ce que vous allez arrêter de venir dans le centre faire vos courses par exemple ? Faire mes courses je sais pas, mais il y a peut-être des fois où je vais réfléchir plus avant de venir, ouais. Parce que si c'est moins facile pour se garer, je vois pas l'intérêt de venir. Il y a des centres commerciaux qui sont finalement plus simples d'accès. Est-ce que vous êtes d'accord ? Non, bah non. Parce que quand je voudrais reprendre ma voiture, je peux rentrer quand je veux, le métis, il faudrait attendre. Avec moins de passages devant leur commerce, certains professionnels craignent de voir chuter leur chiffre d'affaires. Le matin au café, oui, j'avoue qu'à côté de la terrasse, il y a des gens qui s'installent pour venir boire un café chez nous. Et même, je vois en été les motards, ils gardent tous leur moto là, ils ont la moto sous les yeux, donc forcément pour eux c'est quand même pratique. Et nous, c'est vrai que ça prend une perte de clientèle à ce niveau-là. Si la mairie ne prévoit pas de créer d'autres parkings de remplacement, des arrêts minutes devraient être installés en face de la cathédrale. Avec l'introduction du paquet notes courant 2016, les buralistes se plaignent de ces nouvelles mesures pour la prévention anti-tabagisme, un matraquage qu'ils jugent néfaste et qui risque de choquer les consommateurs. Adrien Farez, Uranie Tozic et Kim Minet sont allés à la rencontre d'un buraliste messin. Sans logo ni marque, mais avec une image dissuasive, voilà à quoi pourraient ressembler les paquets de cigarettes en 2016. Le projet de loi anti-tabac vise à introduire un paquet neutre. Les buralistes protestent contre cette nouvelle mesure. On part sur du paquet que le gouvernement appelle neutre. C'est pas très neutre, c'est assez agressif. Il faut voir qu'on va avoir ça dans notre dos toute la journée, que les gens vont venir chez nous. Et bon, on n'a pas que des fumeurs, hein. On vend de la presse, donc on peut avoir des jeunes enfants, on vend de la confiserie. C'est pas vraiment ça qui fait changer les choses. Premiers concernés, les fumeurs ont aussi leur mot à dire. Plus que les images, ce sont les tarifs qui dérangent. Les images ne me choquent pas, puisque nous avions déjà ce type d'image qui était donc réduite sur les paquets. Ça n'a pas influencé, on va dire, ma consommation. J'achète mes cigarettes en général au Luxembourg, puisque le prix du paquet est cher. Sans limiter la consommation du tabac, cette proposition de loi conforte les fumeurs à se rendre vers les territoires frontaliers. Les buralistes sont inquiets quant à leur avenir. Politique. Les élections régionales, c'est dans moins de 2 mois, le 6 et 13 décembre prochain. La région ACAL prendra vraiment forme puisqu'elle aura un président et une assemblée. Les explications de Kevin Sakani et Thomas Toussaint. Aujourd'hui, la France compte 22 régions métropolitaines. Après les votes des 6 et 13 décembre prochains, il n'y en aura plus que 13. Ceci dans le cadre de la réforme territoriale proposée par le gouvernement. Dans le Grand Est, l'Alsace, la Lorraine et la Champagne-Ardenne fusionnent pour former l'ACAL.
Les électeurs choisiront une tête de liste par département qui deviendra conseiller régional et sera amené à désigner le président de la nouvelle région. Au total, 169 conseillers régionaux devront être élus pour siéger à partir de janvier 2016. Aujourd'hui, 11 candidats se sont déclarés à la présidence. Parmi eux, les 2 présidents des régions Alsace et Lorraine, Philippe Richert pour les Républicains et Jean-Pierre Masseret pour le Parti socialiste. Le député européen Florian Philippot, membre du Front National, s'est aussi lancé dans la course. Une fois élu, la nouvelle assemblée devra se prononcer sur l'implantation de l'hôtel de région. Pour rappel, la préfecture se trouvera, elle, à Strasbourg. Justice, à présent nous retrouvons Laurence Morandini en direct du tribunal de grande instance de Metz où se tient l'affaire Paolo Gérard. Bonjour Nolwenn, oui je me trouve actuellement devant la salle d'audience numéro 223 et derrière ces portes se tient la comparution publique de Paolo Gérard impliqué dans une affaire de violence à Falsbourg sur fond de tension familiale. Dégradation de véhicules, conduite en état d'ivresse et sans permis, violence et menaces de mort, les chefs d'accusation ne manquent pas. Merci Laurence, on vous retrouve avant la fin de ce JT pour connaître le délibéré. Depuis plusieurs mois, les réfugiés syriens affluent aux portes de l'Europe. La France prévoit d'en accueillir 24 000 en plus sur les 2 prochaines années. À Metz, si on ne sait toujours pas quand ils arrivent, la ville est déjà en ordre de bataille. Un reportage d'Iman Moustakir, de Laurence Morandini et d'Omar Belkab. Mi-octobre, une cinquantaine de Messins répondent à l'appel. Le temps d'une soirée, les associations du réseau Solidarité investissent l'hôtel de ville. Le but, répondre à toutes les questions des citoyens autour de la problématique des réfugiés syriens. En fait, moi, tout simplement, je suis sensible à la question des demandeurs d'asile et des réfugiés en France depuis très longtemps. Mais j'ai été aussi particulièrement ému par la situation des réfugiés syriens qui quittent une guerre civile absolument atroce. Donc moi, ce que je cherche, c'est justement quelle aide bénévole je peux donner à ces réfugiés. Vous imaginez comment la vie avec ces réfugiés ? Une vie un peu comme une vie de famille, comme si c'était un peu nos enfants. Voilà. On a déjà eu l'expérience avec des étudiants étrangers qu'on a hébergés temporairement. Voilà. Pour nous, c'est une démarche naturelle. Moi-même, dans le passé, lorsque j'étais dans une autre église en région centre, nous avions accueilli des demandeurs d'asile pendant plusieurs mois. Alors donc, j'ai un petit peu d'expérience dans ce domaine. C'est le verbe tomber. Je tombe, tu tombes, elle tombe. Nous tombons, vous tombez, il tombe. D'ailleurs, le réseau Solidarité a de l'expérience en la matière. Plusieurs fois par semaine, la Fondation Abbé Pierre dispense des cours de français à des demandeurs d'asile. J'apprends à les connaître, j'apprends à connaître leurs origines déjà, à comprendre un petit peu mieux les problèmes d'immigration. Voilà, c'est leurs habitudes, la réaction d'adultes. J'avais l'habitude avec des jeunes de collège, donner des cours à des adultes, c'est pas tout à fait la même chose. Les mots concrets, ça va. Une chaise, on peut montrer. Un tableau, on peut montrer. Une personne, un bras, une jambe, on peut montrer. Mais définir le courage, définir la patience, définir des notions plus abstraites, c'est extrêmement difficile. Hein? On arrête là? Oui. Les abeilles, ces petits insectes qui nous offrent le plaisir de goûter du miel, sont en train de disparaître. Des conséquences qui peuvent être terribles pour notre société et l'environnement. Peut-on vivre sans les abeilles? Notre équipe a posé la question à Martine Closset, présidente du syndicat des apiculteurs de Metz. Un reportage de Camilla Camuso et Anna Galen. Près de 30% des colonies d'abeilles disparaissent chaque année en France. Mais comment imaginer un monde sans abeilles? Je sais pas, on n'a pas du miel quoi. Du coup il n'y aurait plus d'arbres, plus de feuilles, plus de fleurs. Il y aura déjà beaucoup moins de miel. Les fleurs aussi vont disparaître petit à petit. Les conséquences peuvent être beaucoup plus graves que ce qu'on peut penser.
Le rôle de l'abeille, c'est pas seulement le miel, c'est pas voilà, c'est secondaire. La première chose, c'est en fait la pollinisation. Donc pour l'environnement, c'est essentiel. S'il y a un manque d'abeilles, il y aura un manque de nourriture et ça va être mondial. Sans la pollinisation des abeilles, il n'y aura plus de fruits, de légumes, de café et de cacao. Pour cela, la disparition totale des abeilles est une réelle préoccupation et dans certains pays, une véritable menace. Dans une contrée de la Chine, le Sichuan, il n'y a pratiquement plus d'abeilles, plus d'insectes pollinisateurs, sans parler que des abeilles, mais il n'y a plus d'insectes pollinisateurs. Les gens en fait récoltent du pollen dans une autre contrée et viennent polliniser les arbres à la main. Ce phénomène de disparition a une multitude de causes, parmi lesquelles l'utilisation excessive de pesticides, les infections parasitaires, la pollution, le changement climatique, la multiplication des émissions électromagnétiques et la réduction de la source alimentaire. L'abeille, c'est un petit insecte avec une mission beaucoup plus importante que la production du miel. Et vous, mangez-vous sans gluten? Ce nouveau mode d'alimentation se répand en France. Des restaurants sans gluten ouvrent même leurs portes. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'intolérance à cette molécule est considérée comme une maladie. Alors, que mange-t-on sans gluten? Reportage de Camille Malnori, Clémence Simon et Kevin Sakani. Manger sans gluten, un phénomène qui s'impose partout. À la une des magazines, dans les journaux, mais surtout dans les rayons des supermarchés. Une véritable révolution qui s'affiche sur tout type d'aliments. On peut tout faire sans gluten. On embelle le seigle, l'avoine, le blé et l'orge. À côté de ça, il nous reste plein de choses. Du sarrasin, par exemple. On peut manger du riz, on peut manger du maïs, on peut manger plein de choses à côté. On va faire des pizzas, on va faire des burgers, on va faire des gâteaux au chocolat, on va faire des sablés, on va faire plein de choses. Tout ça sans gluten. Mais alors, à quoi ça ressemble de manger sans gluten? On est allé voir dans les cuisines d'un restaurant messin vegan, bio et sans gluten. Brownies, tomates avec fausse mozzarella ou taboulé de chou-fleur, ces plats permettent de contenter une partie de la population. En effet, 7 millions de personnes seraient sensibles au gluten en France. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont devenues sensibles, voire intolérantes, mais surtout sensibles, sans le savoir. Et que c'est comme le latex. Plus on en a utilisé dans la population hospitalière, plus des gens sont devenus allergiques. Le gluten, plus on en a mis dans l'alimentation, plus des personnes sont été en contact fréquent avec ce gluten, et plus elles sont devenues sensibles, voire intolérantes. Pour Philippe, la sensibilité s'est transformée en maladie. Il a dû changer totalement d'alimentation il y a 10 ans. Alors je mange des sucres lents, j'en trouve quand même. Je mange des fruits, des légumes, de la viande. Je mange ce que tout le monde peut manger. J'ai simplement exclu tout ce qui contient du blé, de l'orge, de l'avoine. J'étais beaucoup plus fatigué que je ne suis actuellement. Des problèmes articulaires, des problèmes de peau. Des problèmes, j'allais dire, de fatigue sans faire d'efforts particuliers, et puis des douleurs abdominales, plein de choses comme ça, et puis il y a aussi des troubles, j'ai déclenché une maladie auto-immune à cause de ça. Donc si je remange du gluten aujourd'hui, tous ces symptômes réapparaissent. Aujourd'hui, il n'existe aucun traitement contre cette maladie. La seule solution, c'est d'arrêter de manger du gluten. Quelle scolarité pour les enfants déficients auditifs? L'Institut national des jeunes sourds de Metz accompagne ces enfants dès leur plus jeune âge, jusqu'à 20 ans. Aide médicale, scolarisation adaptée et aide à l'insertion professionnelle, notre équipe a poussé les portes du centre pour découvrir ces classes spécialisées. Alors, un fruit jaune, un citron, Dans la classe de Madame Meyer, les élèves du CE2-CM1 parlent aussi avec les mains. Depuis 170 ans, l'Institut médico-social des jeunes sourds de Metz accueille des élèves déficients auditifs ou à troubles du langage. Par rapport à une école ordinaire, on suit les mêmes programmes. Après, c'est les outils qui nous aident à adapter notre enseignement. Donc il y a le LPC qui permet de coder la langue orale et la LSF qui permet d'accéder au sens de la langue française. Voilà, LSF, langue des signes française. Ryan a rejoint l'établissement il y a 4 ans, en classe de 6e. Il souhaite devenir boulanger-pâtissier. Aidé par son professeur, il peaufine son projet professionnel. Vous avez d'autres questions? Je prends les informations qu'ils me donnent. On essaye de construire leur projet en fonction de leurs envies, de leurs demandes. Il faut faire plusieurs demandes, mais ça se passe bien. Ça va bien. Il faut juste amener le projet, avoir un projet concret, montrer que l'élève a envie de réussir
et tout se passe bien par la suite. Pour pouvoir s'adapter à chacun, la classe est aussi en effectif réduit. Chaque élève est différent, avec des capacités et des compétences différentes, donc il faut s'adapter. Nous, on doit s'adapter à chaque élève. On ne peut pas faire un cours magistral. Aujourd'hui, 4 établissements français publics proposent cet accompagnement. Depuis la loi de 2005, les élèves reçoivent une éducation en langue des signes. L'école s'adapte, mais très peu accèdent aux études supérieures. Bonsoir Victor. Alors justement, un point avec vous. Pour commencer, pouvez-vous nous dire combien d'élèves sont concernés par la surdité en France ? Il y a 11 000 enfants atteints de déficience auditive, scolarisés dans le primaire et le secondaire, et c'est un chiffre stable. En revanche, difficile de dire combien exactement ont rejoint un institut spécialisé, mais on sait qu'une grande partie des parents ne souhaitent pas que leurs enfants sortent du parcours classique, qui depuis quelques années propose des classes bilingues en langue des signes dès la maternelle. Parmi ces enfants sourds, combien accèdent à l'université ? C'est là que le bas blesse, Nolwenn. En France, près de 45% des jeunes, toutes catégories confondues, parviennent normalement à décrocher un diplôme de l'enseignement supérieur. Mais dans le cas des élèves sourds, ce chiffre est divisé par 10. Même constat ensuite sur le marché du travail, 15 à 30% des déficients auditifs sévères ou profonds ne trouvent toujours pas d'emploi, et ce malgré les quotas imposés aux entreprises. Mais y a-t-il quand même des signes d'amélioration ? Alors il faut noter, Nolwenn, pour éclaircir un peu ce tableau, qu'il y a eu une prise de conscience sur ce sujet de société. En 2005, il y a 10 ans tout juste, a été promulguée la loi handicap, qui a reconnu officiellement enfin la langue des signes. Cette même loi a été suivie en 2008 d'un arrêté permettant son enseignement dans les écoles. Et depuis, les inscriptions des étudiants handicapés ont fait un véritable bond, plus 127% en 10 ans. Mais au regard des chiffres évoqués tout à l'heure, ce n'est évidemment pas suffisant. En la matière, on revient de très loin et les inégalités restent flagrantes. Si vous êtes habitué à prendre le train à Metz ou Nancy, vous aurez sûrement remarqué un piano dans le hall de la gare. Installé par la SNCF, les voyageurs peuvent en jouer gratuitement avant de se rendre sur les quais. Marie Laurence et Thomas Toussaint se sont rendus à Metz. Au milieu des bruits de foule et de rames, une douce mélodie se fait entendre dans le hall de la gare. Depuis fin 2014, une centaine de pianos ont été installés dans les grandes gares françaises. La Lorraine en compte 2, un à Metz et un à Nancy. Chaque jour, de nombreux voyageurs partagent une partition de leur crue. Ça concerne vraiment toutes les générations. On a des gens très jeunes, des gens âgés qui viennent en gare et qui profitent de ce piano, soit parce qu'ils ont de l'attente, et soit, comme on nous a déjà dit, parce qu'ils n'ont pas de piano chez eux. Anthony apprécie cette initiative de la SNCF. L'étudiant profite de l'instrument pour travailler ses gammes. Je viens assez souvent jouer ici, c'est surtout après les cours que je viens me reposer un peu sur le piano. En même temps, je peux bosser les cours comme je suis en fac de musicologie, donc ça me permet de faire les deux en attendant le train pour rentrer. Les musiciens se succèdent, les notes s'envolent, l'horloge tourne. C'est un véritable ballet qui se joue. Désormais en gare, attente s'accorde avec détente. Un concours de vidéo a été organisé dans les gares de France l'an passé. Avec près de 900 participations, il devrait être reconduit en fin d'année. Le délibéré de l'affaire Paolo Gérard est tombé. Laurence Morandini, qu'en est-il ? Alors oui, Nolwenn, il vient justement de tomber. Il ne s'écarte pas vraiment des réquisitions du parquet. Paolo Gérard écope d'une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans, d'une interdiction d'entrer en contact avec les victimes et de se rendre à leur domicile, ainsi qu'une obligation de soins. Merci Laurence. Et maintenant, sport. Les coureurs du marathon Metz-Mirabel s'échauffaient en musique dimanche 11 octobre. Emeline Gaube s'est intéressée au foulé à Ganis, un parcours pensé accessible à tous. Vous êtes pas mal. Vous arriverez à courir les 7 km quand même. Et ils l'ont fait. Ce dimanche 11 octobre, plus de 1300 coureurs sont partis au départ du marathon Metz-Mirabel pour les fouler à Ganis. Un parcours pensé accessible à tous, à la découverte des plus beaux quartiers de Metz. Non, le parcours est assez plat, ça va, juste un peu de le relance quand même dans le centre-ville, mais sinon il est vraiment plat. Habitués de la course à pied, famille et collègues pouvaient ainsi courir exactement le même parcours. Pourquoi vous êtes venus aujourd'hui ? Parce que j'en avais envie. C'est un appel qui a été lancé pour les salariés qui étaient OK pour le faire. On a répondu présent. Parce que c'est la première fois qu'on court ensemble. Voilà. Certains courageux ont même permis aux personnes handicapées de participer également au foulé. Pouvoir leur faire partager notre quotidien, chose qu'ils ne peuvent pas faire quand ils sont cloîtrés dans leur fauteuil. La course à pied, c'est un monde génial et il faut qu'ils en profitent. Cette année encore, les Messins ont partagé leur passion de la course
sans laisser personne sur le bord de la route. À côté des grands, les plus petits aussi ont mouillé le maillot lors des différentes courses. Écoliers collégiens étaient aussi présents ce dimanche pour l'événement marathon Metz-Mirabel. Un reportage d'Adrien Farez et Uranie Tozic. Le marathon Metz-Mirabel fait la place aux jeunes. Ils étaient plus de 1200 écoliers et collégiens à courir lors de cette édition 2015. Que ce soit pour tenter de décrocher une victoire ou tout simplement pour le plaisir du sport, le but était avant tout de passer un bon moment. C'était bien, on était un peu fatigués. Le marathon, c'est pas fait pour frimer et arriver premier, c'est fait un peu pour s'amuser et courir. Et je suis content parce que moi je suis pas l'un des personnes qui, dès qu'on la regardait pas, elle marchait. C'était pas trop difficile. Ça va, ça s'est bien passé, parce que j'en fais souvent, je fais partie d'un club d'athlétisme. Nous, ce qu'on a fait, c'est on a essayé de rester l'une à côté de l'autre ensemble, elle devant, moi derrière, pour garder le rythme. C'est parti très vite, je pense, donc j'ai essayé de garder le rythme. Et puis je suis restée dans les premiers, parce que si on reste dans les derniers, après c'est difficile de remonter. Après l'effort, le réconfort, tous auront été récompensés pour avoir relevé le défi. De quoi s'assurer la fierté de leurs parents. Après le sport, place maintenant au cinéma avec notre sélection de films à l'affiche ce mercredi. Tout d'abord, le film de science-fiction de Ridley Scott avec Matt Damon, Jessica Chastain et Kristen Wiig, Seul sur Mars. Mon roi est un film de Mai Wen avec Vincent Cassel, Emmanuel Berco et Louis Garrel qui mêle à la fois drame et romance. Adama, le film d'animation de Simon Rouby, raconte l'histoire du jeune homme qui part à la recherche de son grand frère disparu. Le choix de la rédaction s'est porté sur le film Elzer, un héros ordinaire qui raconte l'histoire de George Elzer qui a commis le 8 novembre 1939 un attentat manqué contre Adolf Hitler à Munich. Les nazis le soupçonnent d'être un pion dans les mains d'une puissance étrangère. Enfin, pause détente, nous vous proposons un peu de gonzo chic avec les foulées à Ganis. J'ai participé à ma toute première compétition de course à pied et ai filmé l'événement de l'intérieur. On voit ça tout de suite. Super, bravo, ouais. Bonne course à toutes et à tous. Je rappelle humblement que le concept du truc c'est accessible à tous, hein. Donc pas à moi évidemment. Ah, pour le moment ça va, on a fait 100 mètres alors ça c'est va. Pas mal. Plus que 6-900. Bonjour monsieur, ça va? Oui, ça va bien, merci. Demandez à ma collègue. La collègue du monsieur, comment allez-vous? La collègue va très bien. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Les Noirs Désirs, ils se sont reformés. Salut. On chie bien. Il y a déjà les décos de Noël, c'est n'importe quand, on est début octobre. Voilà de valeureux marathoniens beaucoup plus courageux que nous. Bravo les gars. Seulement, putain, si on n'encourage que les filles, et ce sexisme inversé me révolte. Nos sauveurs. Allez, vous allez nous prendre en photo? Non, vous inquiétez pas. Ça va monsieur? Ça va très bien. Allez, très bien. C'est le kilomètre de votre vie. Là c'est dur. Là, le dernier kilomètre, on le sent passer. Ah, mon carrosse est arrivé. Dernier mètre. Arrivé. On est presque fini. Encore. Attention. Samo. Salut Amo. Retrouvez le reportage complet sur webullition.info. C'est la fin de ce JT, merci de nous avoir suivis, à bientôt.